Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles à nos invités, des femmes et des hommes bien souvent audacieux. Et aujourd'hui encore, il en aura fallu de l'audace pour oser affronter leurs parents, pour oser ne pas répondre à leurs attentes, notamment concernant leur vie amoureuse. Josiane, Kili et Jean-Marie sont tous les trois tombés amoureux de la personne dont il ne fallait pas, en tout cas aux yeux de leur famille. Et pour pouvoir vivre leur amour au grand jour, ils n'ont eu d'autre choix que de fronder, que de fuir, ou malheureusement de laisser leur histoire en suspens pendant de longues années. Bonjour à tous les trois. Bonjour Christine. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Au bout de combien de temps vous avez trouvé le courage de dire non à votre famille? Un petit peu, 35 ans. Ah quand même. 35 ans, oui. Ah quand même. Et vous, Kili? J'ai dit non tout de suite. Vous avez tout de suite, vous avez frondé, vous êtes dit c'est entre lui et ma famille, c'est lui. Oui. C'est une très belle histoire d'amour que vous êtes venu nous raconter, vous Jean-Marie. C'est le saut du secret un peu, vous, hein? Oui. Il m'a fallu attendre, on va dire, 18 ans pour... c'était pas un départ, c'était vraiment une fuite. J'ai très envie que vous me racontiez votre histoire. Je vous présente Christelle Albaret qui va prendre beaucoup de plaisir. On va à fronder les écouter. ensemble. Je pense que il y a différents formats de parents qui lorsque on veut le meilleur pour nos enfants, d'accord. Quand on veut le meilleur pour nos enfants et qu'on fait un choix, qu'on dit non, on l'explique, on donne un élément de contexte et on permet une discussion, on permet un échange. Quand c'est un non qui n'est pas dans votre situation, je reprends, il n'était pas justifié par rapport à votre situation, votre amour, et ce non-là, il ne pouvait pas être entendu parce qu'il ne pouvait être compris. Par contre, dans votre situation, votre maman disait un non, mais une partie de vous comprenait le pourquoi. Elle avait peur pour vous. Ça, vous pouviez l'entendre. Quand on dit non, il faut expliquer du contexte et même si on n'est pas d'accord, prenons le temps de conserver le lien. Je suis d'accord. Et parce que ce lien-là, il va permettre sur un temps plus ou moins long ou court de pouvoir retrouver le moyen de pouvoir à nouveau avoir cette discussion, d'échanger. Jean-Marie, on va parler de votre histoire, mais avant de faire plus ample connaissance, je vous propose de regarder quelques photos que vous avez accepté de nous commenter, qui nous permettront de mieux comprendre le contexte dans lequel vous avez grandi. Sur cette photo, c'est moi à 5 ans, l'âge auquel j'ai perdu mon père. Étant fils unique, ma mère a très tôt reporté sur moi tout son amour, mais aussi sa mélancolie. Et quand j'étais enfant, sa plus grande crainte était de me perdre. Elle était donc très protectrice, jusqu'à en devenir étouffante. En grandissant, comme je ne sortais pas et que je n'avais pas d'amis, je me suis réfugié dans mon monde à moi, bercé par la télévision, la musique et les spectacles que je montais dans le théâtre que j'avais construit dans le sous-sol de notre maison. J'étais fasciné par l'univers du spectacle et, par-dessus tout, par le célèbre groupe ABBA qui était ma bouffée d'oxygène. Leurs chansons me faisaient voyager, me faisaient rêver et me donnaient aussi beaucoup d'espoir. Ma mère avait déjà en tête un avenir tout tracé pour moi. Elle nous imaginait ouvrir un commerce familial, elle me voyait mariée, habitant près d'elle dans le nord de la France, avec ma femme, avec mes enfants. Pourtant, j'ai vite compris que j'avais des objectifs différents des siens. Et je sentais au plus profond de mon cœur que je devais suivre mes rêves. C'est donc à l'aube de mes 18 ans que j'ai enfin osé lui dire non. Elles sont sympas, ces images. Hein. Vous êtes ému? Oui. Bah oui, quand on voit sa vie un petit peu retracée comme ça, forcément, c'est très ému. Oui. J'aurais aimé entendre ma maman dire le principal, c'est que tu sois heureux. Elle vous l'a jamais dit? Jamais. C'est pour ça que vous étiez ému aussi à ce que... Oui. On n'a pas pu dialoguer, et comme vous le disiez tout à l'heure. Le non, il faut le justifier, il faut l'expliquer. Le justifier, pas forcément, Non. mais l'expliquer. Donner une voix, un échange, parce que c'est du respect. Et là, ça n'a pas été Vous possible. lui ressemblez à votre mère. Hein. Surprotectrice, alors, hein, c'est vraiment ce qu'il a. Étouffante. Mais vous vous rendiez compte à l'époque qu'elle était étouffante? Vous aviez perdu votre papa très jeune. Et vous vous rendiez compte que c'était excessif, cette relation? Pas dans les premières années, parce que justement, je m'étais créé mon monde. Au début, il y a eu les jouets, tout ça. Et puis, la télévision est arrivée dans les années fin des années 60 à la maison. Donc,
C'était une fenêtre ouverte sur le monde. Je m'étais créé mon univers. Après, plus tard, j'ai donc construit un théâtre dans le sous-sol de la maison, mais un grand théâtre je faisais les décors, je faisais même les costumes, j'avais récupéré la machine à coudre de mon arrière-grand-mère. Ah, c'est sympa. Et je voyais les shows à la télévision, les Carpentier, les Guy Lux, toutes ces émissions de variété. Et voilà, je me suis construit cet univers, donc c'était ma bulle. Pour respirer un peu de votre mère aussi. Alors, ma grand-mère, elle était très, très bienveillante. Bon, souvent, les grands-parents ont du recul aussi par rapport à leurs petits-enfants, hein. Donc, c'est vrai que ma grand-mère était toujours partante pour plein de choses, mais je ne pouvais pas non plus quand même parler avec elle. Et votre mère, sur le plan amoureux, elle avait des projets pour vous? Elle imaginait votre vie de quelle manière? Oui, eh bien, ma mère me disait, écoute, plus tard, de toute façon, je n'ai que toi dans ma vie, on va ouvrir un commerce ensemble, un café, un restaurant ou un magasin, et puis je serai toujours là près de toi, je te laisserai jamais tomber, et puis tu vas te marier, c'est normal, tu auras une femme, des enfants, et voilà, tu feras ta vie, mais je serai toujours là pour toi. Mais moi, j'entendais... Oui, je ne pourrais plus jamais respirer. je pourrais plus respirer. Parce que qu'est-ce que vous compreniez déjà de vous qui allait poser un problème à votre mère? Très tôt, moi, j'ai compris que j'aimais les hommes, que j'étais attiré par les hommes, que je ne savais pas, je connaissais même pas encore le mot homosexuel. Et la première fois que je l'ai entendu à la télévision, j'ai même compris homme au sexuel, en 3 mots. Je suis allé dans le dictionnaire chercher ce que c'était exactement. Mais voilà, c'était en janvier 1975, les dossiers de l'écran, le thème l'homosexualité, ce douloureux problème. Et ma mère bondit, éteint la télévision, parce qu'il n'y avait pas la télécommande à l'époque, dans les années 70, et elle dit, mais c'est une abomination, ça ne devrait même pas exister, ces gens-là, on devrait les fusiller. Bon, là, tout est dit. Hein. Et vous saviez à ce moment-là vous-même que vous étiez attiré déjà par les gars? Oui, bien sûr, depuis Donc très là, longtemps. c'est terrible, parce que Donc j'ai couru dans ma chambre, je me suis mis sous les draps, j'ai pleuré toute la nuit. Et puis là, j'ai réalisé, je me suis dit, il va falloir taire ce que je ressens au plus profond de moi. Si je veux, il va falloir le taire auprès de ma mère, auprès de la famille, auprès des copains à l'école aussi. Ouais. Il faut se remettre dans le contexte. Le milieu des années 70, c'était tabou, l'homosexualité. Dans les médias, on parlait de perversité, on parlait de gens déviants. Oui, bien sûr, c'est pas que de la faute de votre mère, c'est aussi ce qu'elle entendait. Voilà. Et est-ce qu'elle a eu des soupçons? Elle les a eus quand elle a trouvé des revues, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Donc, il y avait des revues qui existaient chez les marchands de journaux, mais elles étaient interdites aux mineurs. Donc, je volais ces revues. Magazines. Ces magazines. Et elle les a trouvés? Et elle les a trouvés un jour. Je les avais cachés dans mon théâtre, au fond de la cave. Et un jour, je ne trouve plus ces revues que j'allais consulter en cachette. Et je me dis, ça y est, elle est tombée sur ces revues. J'ai passé au peigne fin la maison, de la cave au grenier. Il m'a fallu quelques jours pour enfin les retrouver dans une vasque sur laquelle il y avait une plante verte, une vasque en terre cuite. Et j'ai vite repris ces revues. Bon, après, j'ai tout déchiré, j'ai tout jeté. Mais je me suis dit, elle sait. Maintenant, elle va en parler. Mais non. Ah non, c'est resté le grand tabou. Et est-ce qu'elle a soupçonné des histoires? Est-ce que vous avez quand même pu avoir des histoires d'amour? Alors, dans mon village, j'ai rencontré un garçon qui avait une dizaine d'années de plus que moi, Christian. Il s'est rien passé entre nous, mais j'avais compris qu'il était homosexuel. Je me suis un peu rapproché de lui et il a été un guide. C'était vraiment de l'amitié pure. La bienveillance pure. Ah, bienveillant. Et il m'a dit, mais bien sûr, parce qu'il faut savoir aussi que jamais je ne m'étais... Même si je n'étais pas informé sur l'homosexualité, je savais que ce n'était pas une tare. Je n'étais pas malade. Je me sentais tout à fait normal. Oui, je comprends. Donc, et est-ce qu'elle a essayé d'empêcher certaines histoires? Alors, oui, au cours d'un voyage à Paris que j'ai fait tout seul pour la première fois, je venais voir le groupe ABBA d'ailleurs,
Vous êtes le biographe officiel du groupe ABBA. C'est pour ça qu'on entend depuis tout à l'heure sa musique. Et je rencontre un garçon, un autre Christian, un Français qui habite au Danemark. Et puis j'ai commencé, donc on s'est vu juste un jour ou deux, et j'ai commencé une correspondance avec lui. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle ouvrait mes lettres en cachette. Donc elle est tombée sur les lettres. Elle est tombée sur les lettres. Comment elle l'a vécu? Elle lui a écrit une lettre terrible. Il me l'a dit au téléphone. Hein. Elle ne m'a parlé de rien. Je ne savais rien de tout ça. Et il me dit, tu sais, ta mère m'a écrit. Elle a dit, écoutez, monsieur, il faut que vous trouviez une femme, que vous fondiez une famille et que vous arrêtiez de détourner des mineurs. Et il me dit, je te dis pas tout ce qu'elle a dit parce que tu vas être, ça va être terrible. Donc voilà, c'était... Vous nous avez dit en début d'émission que vous aviez 18 ans quand vous avez osé dire non à votre mère. De quelle manière vous y êtes pris? Pardon? De quelle manière vous y êtes pris pour dire non à votre mère à 18 ans? En fait, je n'ai pas pu dire non frontalement. J'ai préparé mon départ parce que au cours d'un autre voyage à Paris pour lequel je venais passer un concours administratif, j'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Jean. J'avais tout juste 18 ans je le rencontre à Paris. On passe une nuit formidable ensemble et au petit déjeuner, il me dit écoute, tu m'as raconté ton histoire, j'étais très touché. Si je peux t'aider, ma porte est ouverte. Moi, j'habite Paris, tu rêves de vivre à Paris, d'y travailler. Eh bien, quand tu voudras, tu viens me retrouver. Voilà. Votre parcours a été quand même jalonné de jolies rencontres. Oui, de rencontres extraordinaires. J'aime penser que mon papa veillait sur moi. Vous a envoyé ces hommes sur votre et Jean, donc, me propose de venir chez lui, de m'accueillir. C'était le 1er avril 1979. Et le 11 avril, je prenais le train pour venir le rejoindre. Donc vous avez fui, en fait. J'ai fui. Oui, vous avez... J'ai préparé mon voyage pour dire non, en vous êtes parti. cachette. Un peu comme a fait Kili, finalement. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais pas 15 ans, j'avais 18 ans. Et je remercie M. Giscard d'Estaing d'avoir déplacé la majorité à 18 ans. Parce que c'était à 21 ans. Ah oui, bien sûr. Et si j'avais encore dû attendre plusieurs années, c'était pas, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Elle vous l'a reproché, votre mère? Comment elle a réagi? Je lui ai dit le matin même de mon départ. Et j'ai sorti le sac. Elle a pâli. Je lui ai dit, je pars à Paris, je vais chercher un travail. Si je ne trouve pas de travail, je reviendrai. Je savais que je ne reviendrais pas. Je n'avais pas parlé de Jean, évidemment. Et je m'étais bien gardé d'échanger des correspondances avec lui. On s'était téléphoné. Voilà, je lui ai dit j'arrive et tout. Et j'ai préparé tous les détails de mon voyage, mon sac. J'ai pris le train de 16h59. Elle m'a regardé, elle m'a dit mais je vais mourir là. Qu'est-ce que tu me fais? C'est pas possible. Plus tard, ma grand-mère m'a dit tu sais, le jour où tu es partie, ta mère m'a dit... Enfin, j'ai cru que ta mère allait devenir folle. Ouais. Oui. Je lui ai fait une très, très grande... Ça a été une déchirure pour elle, une grande peine. Mais c'était indispensable. Oui, vous n'aviez pas le choix si vous vouliez devenir un homme aussi. J'avais pas le choix. Et il fallait vous affranchir de votre mère. Est-ce que plus tard, elle l'a rencontré? Elle a rencontré Jean. Elle l'a beaucoup, beaucoup apprécié. Mais c'était un copain. Elle ne voulait pas le savoir. Et jusqu'au bout, elle a été dans le déni? Jusqu'au bout. Elle est décédée en 1999, en 2020. Elle ne voulait pas, elle ne m'a jamais posé de questions. Elle était dans le déni. Jusqu'en 2020, il a fallu lui cacher la réalité de qui vous étiez. Jusqu'à la fin de sa vie. C'était un peu tacite entre vous. Elle savait, vous saviez qu'elle savait, mais on n'en parle pas, on valide pas. On valide pas. Oui. On valide pas. Il y a des mots qu'elle ne voulait pas entendre dans ma bouche. Il y a une situation qu'elle ne voulait pas, un discours qu'elle ne voulait pas entendre. C'est tout. C'est quoi les mots qu'elle voulait pas entendre dans votre bouche? Maman, j'aime un homme. Je suis homosexuel. C'est ma vie.
je n'en ai pas honte, je ne suis pas malade. Voilà, Bien sûr. mon bonheur, il est près d'un homme, il n'est pas près d'une femme. Et tu n'auras pas de petits-enfants, mais voilà. Vous vous êtes marié? Je me suis marié. Mon histoire avec Jean a duré 10 années. C'est mon meilleur ami, on est toujours en contact. Et c'est un homme très, très bienveillant. Et puis, j'ai épousé Thierry en 2017. On embrasse Thierry. Et je l'ai rencontré un an, enfin en Pourquoi vous êtes 1990. ému comme ça? En 1990. Pourquoi vous êtes ému comme ça? Votre mère n'était pas là? Ma famille n'était pas là. Il y avait ma famille logique. Famille de et cœur. pas biologique. C'est joli ça, la famille logique et pas biologique, j'adore, je vous le piquerai. Et voilà, les gens que j'avais choisis, mes amis, mes proches, N'était les pas gens là. qui La m'aiment. famille de cœur, Voilà, exactement. c'est important. Qu'est-ce que vous retenez de l'histoire de Jean-Marie qui est si touchante? Et on a eu Ouais, le temps de repenser pour et votre mère vous et avez- pour Thierry aussi. Ouais. Vous avez des jolis mots. On sent que vous avez réussi, vous, à vous affranchir d'être en colère après votre mère. Et je trouve ça beau. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez protégée d'une certaine manière. Je pense qu'elle le savait et je pense qu'elle n'avait pas la capacité à pouvoir accueillir réellement votre histoire. Elle appartenait à un autre monde, à une autre génération et que le pas était trop grand pour elle. Ouais. Et je pense qu'à sa façon, ne pas en parler était peut-être éviter le conflit ou quelque chose qui aurait brisé le lien que vous avez. Elle a choisi l'amour de son fils aussi, Voilà. Oui. en Et, ne disant rien, parce que c'est ça. c'était insupportable pour elle. Vous avez écrit un livre qui est très cher à votre cœur, je crois. Il s'appelle « Celui que je suis m'attend là-bas ». Vous cherchez un éditeur aujourd'hui? Oui, je cherche un éditeur. Merci Faustine de le préciser. J'ai écrit en fait mon histoire pour ma famille et ils sont tombés complètement des nues. Ils m'ont dit mais on est passé à côté de quelque chose, on ne savait pas. Ouais. On savait que tu étais parti à Paris pour travailler, voilà. Et quand ils l'ont lu, et même mes amis m'ont dit mais ton histoire, c'est Faut la un livre, raconter. ça peut aider beaucoup de jeunes Ouais, qui sont dans le doute, qui se cherchent. Et c'est aussi une preuve que l'amour est le plus fort. L'amour et c'est ce qu'il y a de plus fort. Et ils m'ont dit aussi, c'est un film ton histoire, parce qu'il y a plein de rebondissements aussi tout au long. On n'avait pas le temps d'en parler, mais il y a plein de choses qui se passent. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des rencontres bienveillantes qui jalonnent mon parcours. Et ces rencontres, ces gens m'ont aidé à À accoucher de vous-même. À accoucher Voilà, de vous-même. oui, Et d'ailleurs, c'est drôle merci. parce que vous faites ce geste à devenir Ouais, c'est ça. moi-même. Ouais. Je rappelle donc que vous êtes biographe officiel d'Abba. Tous ceux qui voudraient s'intéresser à votre travail, qu'ils n'hésitent pas à le faire. N'hésite pas à le faire. Voilà le groupe Abba. Merci infiniment à tous les 5 de nous avoir raconté ces très belles histoires d'amour. On a été très émus à vos côtés et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci infiniment. Merci Christelle de nous avoir accompagnés. Merci Faustine. Et merci à vous d'être fidèles tous les jours. On se retrouve en podcast sur toutes les plateformes et vous pouvez également nous retrouver sur les sites internet de France Télévisions. Je vous embrasse très fort. À demain sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Plus jeune, à cause d'excès, vous avez mis votre vie ou celle d'un proche en danger. Durant vos jeunes années, vous avez commis des délits qui vous ont porté préjudice à l'âge adulte. Pour une autre émission, vous avez accouché le soir de Noël ou pendant les fêtes de fin d'année, dans des conditions exceptionnelles. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.